Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Les conflits qui opposent les juristes, fuqaha à accent circonflexe, les philosophes et les mystiques dans l'histoire du chiisme et des autres branches de l'islam, ne sont pas nouveaux et ne constituent pas un fait isolé. Dès les premiers siècles de l'hégire, les philosophes et les juristes se sont affrontés dans des joutes théologiques et scientifiques, comme ont pu le relever les historiens et les savants. Ainsi, les juristes se sont orientés vers la philosophie, et à l'inverse également les philosophes ont pu retourner à la source de la tradition prophétique et des hadiths. Il faut noter que ce débat n'est pas propre au chiisme, et qu'il est présent dans toutes les branches de l'islam, de même que parmi les autres religions abrahamiques comme le christianisme et le judaïsme, qui présentent certaines oppositions similaires. L'idée d'attribuer au seul savant Mirza Mahdi Esfahani la genèse de l'école du Tafkik, école qui sépare les connaissances révélées des connaissances créées par les philosophes et les mystiques, ne semble pas juste d'un point de vue théorique et historique, puisque ce courant de pensée s'inscrit dans la lignée d'une histoire théologique ancienne de plusieurs siècles. C'est bien sous ce titre de fondateur que ce juriste est cependant reconnu et mentionné dans différents ouvrages. L'école du Tafkik se distingue des autres courants anti-philosophiques dans le fait que l'enseignement de son fondateur a été perpétué par ses élèves pendant de nombreuses années, dans la Hawza Ilmiya de Mashhad. C'est sans doute la première fois qu'un groupe d'érudits s'est trouvé uni autour d'une pensée homogène. Cette pensée s'est diffusée par le biais d'enseignements, d'ouvrages, de discours et enfin par l'organisation d'assises théologiques. Notre présent travail concerne l'école du Tafkik. Il s'agit du nom d'un courant de pensée fondé au début du XXe siècle, au sein de la Hawza Ilmiya de Mashhad. En un demi-siècle, elle est devenue une école de pensée réputée dans les Hawza Ilmiya du monde chiite. Le terme Tafki accent circonflexe K est un mot arabe. Il s'agit du substantif du verbe faka, yafuku qui signifie séparer. L'école vise en effet à séparer trois sciences, les sciences relatives aux textes révélés, Coran et Hadith, les sciences philosophiques et les sciences mystiques. Bien que les ouvrages du savant Mirza Mahdi Esfahani, le fondateur, ne présentent aucune trace du nom de cette école, nous pouvons constater que depuis une vingtaine d'années, le nom du Tafkik figure dans de nombreux articles à son sujet. Ce nom a été choisi par Mohammad Reza Hakimi, l'un des disciples de l'école, quelques années après la mort de Mirza. Cet écrivain, très imprégné de ce courant, est un défenseur exemplaire de cette pensée, comme en témoignent ses ouvrages. Depuis peu, le terme de Tafkik est à nouveau utilisé par de nombreux auteurs, mais par ceux qui critiquent cette école, ainsi que par une partie de la classe politique. Malgré le récent rejet de cette appellation par les disciples de cette école, qui propose à la place le nom de Maktab Ma'arif Wayani, l'école des connaissances révélées, le nom de Tafkik s'est finalement imposé comme dénomination officielle. Notre recherche se propose donc de présenter un aperçu général de l'histoire de la fondation de cette école, d'analyser les doctrines de ce courant, de présenter une à une les étapes de son développement, ainsi que de donner les biographies de ses acteurs et théoriciens influents. Différentes raisons nous ont amenés au choix de ce sujet de recherche. Tout d'abord, cette école, en tant que nouveau courant de pensée du chiisme contemporain, présente certains aspects fondamentaux qui ont influencé l'évolution des Hawza Ilmiya contemporaines, à Mashhad comme à Najaf. La plupart de ces savants et oulémas sont passés inaperçus aux yeux des chercheurs orientalistes. C'est pourquoi nous voudrions ici leur redonner une place justifiée en les présentant tout au long de cette étude. Par ailleurs, l'insistance portée sur le hadith par l'école du Tafkik a pu faire croire qu'il s'agissait d'une ramification de l'Akbarim, amalgame que la présente étude tentera de corriger. Enfin, parmi les recherches déjà effectuées en Orient par les savants, les chercheurs et les orientalistes, aucun travail n'a encore été fait sur ce sujet. En effet, très peu d'ouvrages et d'articles scientifiques existent actuellement en Europe sur cette école. Ce sujet constitue un nouveau domaine de recherche qui n'a jusqu'à présent, et depuis une dizaine d'années seulement, été exploré que par des chercheurs iraniens et très peu de chercheurs occidentaux. Parmi les chercheurs iraniens, trois catégories se distinguent: les défenseurs de l'école, ses opposants, et les historiens et écrivains qui travaillent sur les biographies des oulémas ou qui répertorient les différents courants de l'islam ainsi que les ouvrages qui en sont issus.
Notre étude bénéficie ainsi des travaux de ces trois catégories de chercheurs, mais elles s'en distinguent, à la fois par la volonté d'offrir une présentation de l'école aussi objective que possible, et par un travail d'analyse approfondie du courant. Concernant les chercheurs occidentaux, nous ne pourrons en citer qu'une poignée, tant les spécialistes sur la question font défaut. Ce sujet soulève par ailleurs des problèmes contemporains majeurs pour la compréhension des enjeux religieux actuels, dans deux Osa ilmiya chiites. En effet, ce courant anti-philosophique et anti-mystique a pu être l'objet de vives critiques, se trouvant alors dans une position délicate d'un point de vue politique. Paradoxalement, cela a accru sa réputation et son importance. Nous nous proposons donc de donner un aperçu général des aspects singuliers de cette école. Afin de connaître de manière exhaustive les courants religieux actuels et leurs écoles, il nous semble nécessaire d'étudier l'école du Tafkik, d'autant plus que la majorité des oulémas des deux Osa ilmiya chiites, Mashhad et Najaf, sont influencés par elle. L'existence de savants et de puissants oulémas parmi les fondateurs et les propagateurs de cette école a fortement contribué à sa notoriété. L'analyse de la personnalité de ses représentants ainsi que de leur méthode de pensée permet de découvrir et mieux connaître les différents courants du chiisme contemporain. Né de la théorie du faqih, juriste et savant chiite Mirza Mahdi Esfahani, l'esprit de cette école fut exposé et promu durant ses enseignements à la Osa ilmiya de Mashhad. Sa pensée repose sur une méthode de raisonnement purement traditionnelle, qui, comme celle des Akbari s'appuie sur les hadiths et les transmissions, riwayat. D'après Mirza Mahdi Esfahani, il y a une différence fondamentale entre les trois chemins de la connaissance que sont le Coran, le irfan, mysticisme, et la philosophie. Sa thèse centrale repose sur la nécessité de purifier les connaissances coraniques et de les séparer de toutes celles qui sont dites altérées. Son objectif consiste ainsi à préserver les connaissances révélées en tenant à distance les interprétations ta'wil, l'interdisciplinarité, maz et les emprunts aux sciences profanes, iltikia. Les savants de cette école considèrent que la philosophie et la mystique, irfan, ont été introduites dans la culture islamique par les ennemis de la religion et par les gouvernements oppresseurs. Selon les défenseurs de cette école, cet apport fut préjudiciable à l'islam, causant plus de mal que de bien et provoqua même un tort considérable à la religion. La confusion engendrée par le mélange des connaissances révélées et des sciences créées par l'homme constitue l'un des préjudices dénoncés. D'après notre investigation de terrain et les interviews réalisées auprès de quelques oulémas des Osa ilmiya de Najaf, de Qom et de Mashhad, nous pouvons affirmer que leur opposition à la philosophie et au mysticisme repose sur deux fondements distincts. Leur position résulte d'un point de vue théorique, dogmatique et idéologique. Partant de l'observation que la philosophie est une discipline sujette à perpétuelle évolution, ces oulémas de l'école du Tafkik ne peuvent concevoir l'idée que la théologie, qui traite des connaissances révélées, devienne le terreau de changement et d'évolution dès lors qu'on la soumet aux réflexions de la philosophie. C'est la théologie elle-même qui serait en danger, et qui serait alors à la merci des philosophes non-croyants qui pourraient la réfuter. Selon eux, la religion ne mérite pas un tel traitement. La raison fondamentale de cette divergence est donc d'ordre scientifique. Quant à leur opposition au mysticisme, elle est de nature religieuse, historique et idéologique. Nous faisons référence à l'événement dramatique de Karbala et au martyre de l'imam Hussein, et également aux divergences qui opposent les chiites et les sunnites sur l'autorité des imams infaillibles. Dans un premier lieu, il nous semble important de préciser que les tafkikiens ne sont pas hostiles à toutes les formes de mysticisme. Ils rejettent les voies et les pratiques fondées par les mystiques non-chiites, ou par ceux dont les idées divergent à propos des premiers califes et du martyre de l'imam Hussein. Cette opposition devint très virulente envers le mysticisme de Muhyi al-Din ibn Arabi, 1165 à 1240. Sa prise de position sur le martyre de l'imam, sur le chiisme et sur ses imams, a provoqué la promulgation de fatwas condamnant sa pensée par les oulémas chiites. Nous pouvons donc affirmer que cette école n'est pas réellement anti-mystique, mais qu'elle est très clairement opposée à Ibn Arabi et sa pensée. Ainsi, il existe de grands oulémas tafkikiens très mystiques qui ont écrit des ouvrages contre les idées de ce dernier. Tel était le cas du fondateur de cette école, Mirza Mahdi Esfahani,
et de ses fidèles, Mirza Jawad Tehrani, Seyyed Mohammad Hassan Miryani, et d'autres encore qui recouraient à des méthodes mystiques qui leur étaient singulières. Quoi qu'il en soit, cette école est aujourd'hui connue pour son hostilité à l'égard de la philosophie et du mysticisme. La connaissance est l'accès à ce qui est révélé. Mirza Mahdi Esfahani pense que les trois méthodes de la connaissance que sont le Coran, le mysticisme et l'argument, la philosophie, avec leurs résultats, sont différentes et doivent être séparées. S'il n'en est pas ainsi, la compréhension pure du Coran et de la Sunna, le hadith, s'en trouve fragilisée, voire erronée, du fait du risque de négligence de certains savants et oulémas musulmans. C'est ainsi que des commentaires erronés de ces sources du savoir religieux se sont répandus à travers les pensées des mystiques et des philosophes musulmans. De ce fait, les savants du Tafkik considèrent comme leur devoir de séparer les concepts et les sciences créées par les êtres humains d'une part, d'avec les expressions et les sciences révélées d'autre part, faisant ainsi apparaître l'indépendance des sciences coraniques. La pensée de Mirza, qui pose les principes fondamentaux de cette école, est basée sur la séparation entre la philosophie et le mysticisme d'une part, et la sunna du prophète et les imams des chiites d'autre part. D'après Mohammad Reza Hakimi, né en 1935, qui se revendique aujourd'hui de l'héritage intellectuel de Mirza. Les partisans de l'école du Tafkik mettent l'accent sur la compréhension pure de la science révélée et de la connaissance céleste, ainsi que sur l'éducation, la politique coranique et le hadith. Ils ne reconnaissent ni les écoles de sciences composées, Murakab, ni la philosophie. La liaison et la jonction des fondements de la révélation ne sont possibles que par le commentaire des versets et par la réflexion personnelle, ta'amula. Ils préservent la pureté de la science coranique et du hadith de la corruption des autres courants. L'école du Tafkik offre une cosmogonie, un appareil de pensée et un principe de différenciation entre les concepts créés par l'homme ou composés, Mumtazei d'un côté, et la connaissance pure, divine et céleste issue du livre sacré et de la sunna de l'autre. Elle ne pratique pas le commentaire et n'emprunte pas aux doctrines créées par l'homme, Iltikia, qui à ses yeux produisent une vision du monde différente de celle que la religion enseigne. Bien que le concept de Tafki accent circonflexe K soit nouveau, sa réalité est ancienne et remonte au début de l'islam. Il s'agit d'affirmer que la religion constitue ce qui est exprimé dans le Coran et enseigné par le prophète et ses successeurs, et qu'elle n'a besoin d'aucune pensée ou intercession humaine. Le souci de l'enseignement véritable de l'islam est au cœur du Tafkik. Les partisans du Tafkik ont deux objets d'étude, ce qui s'appuie sur le fondement et le fondement lui-même. Concernant ce qui s'appuie sur le fondement, l'objectif est de dresser un panorama des questions rationnelles, du mysticisme et des expressions philosophiques et mystiques qui en découlent, de présenter les problèmes fondamentaux inhérents à ces sciences humaines, leur divergence avec les connaissances pures et révélées, tout ceci à l'aide d'une méthode très précise qui sera également décrite. Quant au fondement lui-même, il s'agira de décrire la richesse des connaissances révélées, de la sagesse prophétique et des enseignements des 14 infaillibles de la tradition théologique. Chiite. Leur différence avec les sciences créées par l'homme est fondamentale. L'essentiel de la pensée de Mirza Mahdi Esfahani concerne ce second objet d'étude, qui avoue à nouvelle dimension et rend compte de sa clairvoyance. Toujours selon Hakimi. Le Tafkik ne croit pas au contraste absolu entre la religion, la philosophie et le mysticisme, mais il nie l'égalité totale entre eux. Ceux qui disent que les savants du Tafkik sont contre la raison ne sont pas justes. Les Tafkikiens ne sont pas contre la philosophie, et encore moins contre la raison. Grâce à leur stricte soumission à la révélation, ils profitent du Aql d'Afaini, la sagesse du trésor ou la sagesse précieuse qui est au cœur de la sagesse. Les autres utilisent la partie superficielle de la sagesse ou la sagesse fonctionnelle, et il y a une différence entre la sagesse fonctionnelle et la sagesse lumineuse. Peu de temps après avoir rendu publiques les idées et la pensée de Mirza, la première génération de ses élèves, dont les grands savants de Mashhad de cette époque-là, a décidé de développer et de vulgariser sa théorie et les fondements de sa pensée. Selon notre hypothèse, ces savants ne pensaient pas que leurs efforts seraient suffisamment efficaces pour un jour instituer une école sous ce nom. Une dizaine d'années après la révolution islamique en Iran,
Mohammad Reza accent circonflexe Hakimi a publié un article qui comportait pour la première fois une brève description de cette école, en la nommant École du Tafkik. Il y présentait ses personnalités les plus éminentes, ainsi que les grandes lignes théoriques de ce courant. Suite à cette présentation, certains écrivains et critiques, dont quelques politiciens révolutionnaires, ont fait de l'idée non officielle du Tafkik une véritable école, dans le sens d'un courant d'idées institutionnalisé. Les critiques de cette école venaient majoritairement de Qom qui était peu après la révolution islamique, le centre des sciences philosophiques et mystiques. Ils ont contribué à leur manière à sa renommée, de sorte qu'en moins d'une décennie, des dizaines d'ouvrages et d'articles ont été publiés sur l'école du Tafkik. À la suite de certains événements, cette école est devenue une cible pour les écrivains et les politiciens de ces 20 dernières années. Tout d'abord, son opposition à la philosophie et au mysticisme pouvait être considérée comme une attaque contre le courant de pensée dominant de la Hawza Ilmiya de Qom après la révolution islamique. Celle-ci était en effet sous l'influence totale des philosophes, élèves de l'imam Khomeini. Une telle opposition à cette époque-là pouvait évidemment être perçue comme allant contre les idées du Guide suprême, connu pour sa pratique philosophique et mystique. Par ailleurs, Cheikh Mahmoud Alabi, l'une des personnalités importantes de cette école et élève de Mirza Mahdi, connu pour avoir pris note des enseignements de son maître ainsi que pour son rôle dans la propagation du Coran, a créé une association connue sous le nom d'Anjoman Ojaiya. L'idée était de débattre avec le bahaïsme et de répandre l'idée du Madawiya, messianisme. Cette association a été reconnue et aidée financièrement par des oulémas. Alabi, en raison de son désaccord avec l'imam Khomeini, n'a pas participé à la lutte de ce dernier et de son mouvement contre Mohammad Reza accent circonflexe Pahlavi, 1919 à 1980, le roi d'Iran. Mais, quelques années après la révolution islamique, Alabi dut arrêter les activités de son association suite à sa rencontre avec le Guide suprême, durant laquelle celui-ci ne lui répondit pas en signe de désapprobation. Il vit aussi que les disciples de l'imam Khomeini n'étaient pas d'accord avec lui. Le fait que la plupart des théoriciens et des oulémas du Tafkik s'abstiennent de s'engager en politique constitue l'une des cibles majeures de l'opposition. Malgré toutes les oppositions et les critiques à l'encontre du Tafkik, cette école a traversé les époques, tantôt en position de puissance, tantôt dans une grande vulnérabilité. On peut dire aujourd'hui qu'elle possède une réelle influence, en comparaison de la première décennie qui a suivi la Révolution. Notons que les oulémas les plus importants comme l'ayatollah Vahid Khorasani né en 1921 et l'ayatollah Seyyed Ali Sistani né en 1930, les marjas de Qom et de Najaf, sont de fervents disciples de cette école malgré des divergences minimes. Nous étudierons donc brièvement, à travers notre recherche, la personnalité de Mirza Mahdi Esfahani, sa pensée, les étapes de sa vie et les différents éléments qui ont pu influencer ses idées. Nous nous pencherons également sur les principaux fondements de sa doctrine générale, sur ses ouvrages ainsi que sur ses élèves, leurs pensées et leurs théories. Nous analyserons brièvement le développement du Tafkik dans les Hawza Ilmiya contemporaines, notamment celles de Qom, de Mashhad et de Najaf, ainsi que les liens que les marjaïyas chiites entretiennent actuellement avec cette école. Notre méthodologie consiste tout d'abord en une étude de terrain, ayant permis d'entendre les spécialistes vivants et les oulémas de cette école, ainsi que les témoins de son histoire. Nous avons ainsi réussi à interviewer quelques savants et théoriciens importants du Tafkik, enseignant actuellement dans les Hawza. La recherche s'est également effectuée à travers de nombreuses lectures, tant des ouvrages de partisans de l'école que d'opposants. Nous avons donc essayé d'exploiter les manuscrits présents à la bibliothèque d'Astan Quds, dans les bibliothèques privées de certains oulémas ainsi que dans celles de notre père et de notre grand-père, eux-mêmes disciples de cette école. Enfin, à partir de ces éléments, nous avons élaboré une réflexion à la fois historique et théorique, abordant également certains aspects politiques ayant trait à l'école. Ce travail de recherche et d'investigation, comme c'est souvent le cas, n'a pas été facile. Nous nous sommes heurtés à de nombreuses difficultés, pour la compréhension des manuscrits qui étaient illisibles et incomplets pour beaucoup, mais également pour des raisons politiques,
dans la mesure où les événements qui se sont déroulés en Iran après les années 1970 ne nous rendent pas possible l'accès à certains sujets qui auraient pu apporter des éléments de réponse à nos questions. Par ailleurs, trouver une définition absolument parfaite pour certaines expressions et même certains mots a représenté une difficulté à part entière. Un problème majeur a été l'absence de références et de sources existantes en Europe sur l'école du Tafkik, ce qui a rendu quasiment impossible la mention bibliographique d'ouvrages occidentaux. Il a été très difficile de tirer profit des quelques articles qui traitent de ce sujet, dans la mesure où leurs auteurs offrent davantage un point de vue subjectif qu'une réelle étude de l'école. Cette recherche contient 4 parties dont le volume est variable en fonction de leur contenu. La première partie, la plus conséquente des 4 en termes de volume, s'intitule L'histoire de l'école du Tafkik. Le premier chapitre de cette partie dresse un aperçu général de l'histoire du Khorasan, le rôle scientifique de cette province, et résume l'histoire de la Hauza Ilmiya de Mashhad. À propos de l'histoire du Khorasan, nous commencerons par présenter cette province à travers la plume et les récits de quelques historiens et écrivains qui nous éclaireront sur les antécédents de cette région. Ensuite, nous décrirons le rôle scientifique du Khorasan car cela permettra de mieux comprendre les enjeux propres à cette province. La Hauza Ilmiya du Khorasan, c'est-à-dire Mashhad, fera l'objet du 3e chapitre de cette première partie. Nous ne pouvons évidemment pas décrire dans les détails tous les événements historiques, politiques, théologiques et religieux qui ont trait à cette Hauza en quelques paragraphes seulement, mais cela ne nous empêchera pas de nous pencher sur ses caractéristiques essentielles et ses personnalités influentes. Nous remonterons dans notre étude jusqu'à l'époque du fondateur de l'école du Tafkik. L'étude des personnalités éminentes de cette Hauza sera traitée également dans les 3e et 4e parties de notre plan. Dans le second chapitre de la première partie, nous étudierons d'abord l'histoire du Tafkik et de sa dénomination, et les raisons qui ont conduit à l'établir comme une école de pensée. Ensuite, nous tenterons de comprendre la pensée scientifique de Mirza Mahdi Esfahani, fondateur du Tafkik, en suivant les traces de son enfance et de sa jeunesse à Ispahan, puis son émigration à Karbala pour y poursuivre ses études. Nous présenterons les oulémas qui ont été les maîtres de sa pensée. Nous nous attarderons sur la période de sa vie passée à Najaf, ses enseignants, ses maîtres ainsi que ses compagnons d'études, sans oublier d'aborder les controverses théologiques et religieuses qu'il a connues. Nous insisterons sur 2 moments importants dans sa vie. Sa rencontre avec Mirza Hussein Naini, le grand savant de la Hauza Ilmiya de Najaf, et sa fréquentation pendant plusieurs années puis la période de sa vie passée auprès d'un maître inconnu et quasi miséreux. Enfin, nous présenterons brièvement les ouvrages de Mirza Mahdi, et plus particulièrement Abwab al-Hud à accent circonflexe, Les portes de la prescription, l'œuvre la plus importante de sa bibliographie. Dans la 2e partie de notre recherche, qui sera une partie à part, nous décrirons certains éléments fondamentaux de la doctrine de l'école du Tafkik à partir des ouvrages et des notes prises par les élèves. Dans cette partie, nous avons choisi de nous pencher sur quelques sujets philosophiques et qui font partie de la science du kalam. Il ne nous sera pas aisé de donner une définition exacte des concepts et des expressions utilisées par Mirza Mahdi Esfahani dans son enseignement et ses théories, mais nous nous efforcerons de rendre les définitions les plus fidèles et les plus éclairantes possibles. Dans la 3e partie, nous présenterons à travers 3 générations, les théoriciens et les oulémas influents du Tafkik, qui ont joué un rôle notable pour la propagation des théories et des doctrines principales de cette école. La première génération désigne les oulémas qui ont bénéficié du premier cycle d'enseignement de Mirza Mahdi à Mashhad, Mirza Ali Akbar Nokani, Cheikh Hashim Kazvini, Cheikh Mujtaba Kazvini et Cheikh Mohammad Kajim Demghani. Ils étaient déjà enseignants dans la Hauza, avant l'arrivée de Mirza Mahdi à Mashhad. Ensuite, viennent les oulémas issus du 2e cycle d'enseignement qui ont commencé à enseigner après la mort de leur maître. Cheikh Mahmoud Tavallahi Alabi, Mirza Hassan Ali Morvarid, Mirza Jawad Tehrani, Seyed Mohammad Hassan Miryani Tabatabai, Ali Namazi Charoudi, Mohammad Bakir Malki Mianji et Ali Akbar Sadrzadeh. Enfin, la description de la 3e génération sera l'occasion de présenter la biographie et un résumé de la pensée scientifique de certaines personnalités importantes et influentes,
théoricien actuel de cette école qui dirige aujourd'hui ce courant au sein de la Hawza Ilmiya de Mashhad et de quelques autres Hawza chiites. Ce sera pour nous l'occasion également de présenter une branche secondaire, ou un nouveau courant né récemment au sein de cette école, que nous appelons le courant intellectuel du Tafkik. Il ne se distingue du courant principal que par son style universitaire. Des personnes comme Abd al-Jawad Falakouri, Mohammad Rea accent circonflexe Hakimi, Seyed Jaafar Seyedan, Mirza Madi Morvarid et Mirza Ali Falsafi seront présentés pour cette troisième génération. La quatrième et dernière partie sera consacrée à l'expansion de cette école et à l'influence qu'elle exerce sur les diverses Hawza chiites en Iran et à Najaf. Nous partirons du Khorasan, c'est-à-dire de la Hawza Ilmiya de Mashhad, sur deux périodes distinctes. De la naissance du Tafkik jusqu'en 1979, puis de la révolution islamique jusqu'à aujourd'hui. Nous poursuivrons avec la Hawza Ilmiya de Qom, sur trois périodes. Depuis la formation de cette Hawza jusqu'à la mort de Seyed Hussein Borujerdi, juriste et marja absolu d'Iran à cette époque, puis de la mort de Borujerdi jusqu'à la révolution islamique, et enfin depuis la révolution jusqu'à aujourd'hui. Cette division temporelle se justifie par le fait que des événements historiques ont eu un impact sur l'école du Tafkik, même s'il y a eu en parallèle une évolution théorique interne propre à la Hawza Ilmiya de Qom. À la fin de notre exposé, nous proposerons quelques photos des manuscrits, des personnalités mentionnées dans les différents chapitres ainsi que quelques documents annexes. Première partie, Histoire de l'école du Tafka et accent circonflexe K. Chapitre 1, le Khorasan, berceau du Tafka et accent circonflexe K. Aperçu général sur l'histoire du Khorasan. L'origine du nom Khorasan remonte à l'époque pré-islamique sassanide, 3e-7e siècle. Il désignait les territoires orientaux de l'Iran actuel ainsi qu'une grande partie de l'Afghanistan, du Tadjikistan, de l'Ouzbékistan, du Turkménistan et du Kirghizistan. Selon plusieurs géographes et historiens dont Yaku Hamaoui, géographe et encyclopédiste 575 179e à 626 229e, le nom Khorasan est composé du nom Khor, signifiant le soleil en dari, dialecte du persan parlé en Afghanistan et au Tadjikistan, et le suffixe a accent circonflexe s à accent circonflexe n désignant le lieu. Autrement dit, le nom Khorasan signifie le pays où se lève le soleil. Au cours de son histoire, le Khorasan n'a jamais eu de frontière géographique stable. Il s'étalait parfois de Ray à l'ouest, jusqu'aux chaînes de montagnes du Pamir et de l'Hindoukouche à l'est, et de la Transoxiane et des abords du fleuve Amou Daria, Jeayoun ou Jioun dans les textes persans et arabes, au nord jusqu'au territoire du Sistan et du Ghazni au sud. Yaku Hamaoui définit le Khorasan comme un vaste territoire qui se limite, d'une part à Jowain et Béhak, et d'autre part à Takharestan, à Ghazni, à Ségestan et à Kerman. Il comprend d'importantes villes et provinces dont Nishapur, Hérat, Merv entre autres. Dans leurs écrits, les géographes musulmans du Moyen Âge ont présenté le Khorasan comme une des régions les plus importantes des territoires islamiques. Parmi eux, Abu Ishaq Istari, Monsieur en 957-346e, souligne, dans son Al-Akalim, la grande étendue de cette région. Le Khorasan comprend plusieurs régions. Les limites orientales du Khorasan sont le Ségestan et l'Inde, à l'est. Le désert du Gaz et Jorjan forment les limites occidentales de cette zone. Au nord, nous trouvons la Transoxiane et le Turkestan, et au sud le désert de Far et Gum ou d'Emgan. Hamaoui cite Abu al-Hassan al-Baladuri, Monsieur en 279-892e, historien arabe de Bagdad, qui divise le Khorasan en 4 zones différentes. Moins le territoire d'Iranshar comprenant Nishapur, Kahestan, Tabestan, Arat, Bushanj, Badji, Tu et Taberan. Moins les villes de Merv Shajan, Sarar, Nessa, Abivar, Marvrut, Talegan, Karazem et à accent circonflexe Maul. Moins la partie occidentale du fleuve Amou Daria, Jorjan, Karazem, Takharestan, Andranay, Sazan et Balkh. Moins la Transoxiane, Mawara al-Nar, comprenant Boukhara, Shash, Tararband, Nazaf, Orubestan, Fargana, Samarkand. Guy Strange 1854 à 1933 explique qu'à l'époque islamique les frontières du Khorasan se sont rétrécies. Autrefois, cette zone englobait toutes les régions islamiques qui se trouvaient entre le désert de Lout, Kawirelu, et les montagnes de l'Inde.
Le Khorasan comprenait donc toutes les régions de la Transoxiane au nord-ouest, jusqu'aux frontières du Sistan et du Khaïstan dans le sud. De même, il englobait autrefois toutes les chaînes de montagnes au nord-ouest de l'Afghanistan actuel. Autrement dit, tous les territoires situés au sud de l'Amou Daria jusque dans la région du Pamir faisaient partie du Khorasan. Mais peu après, ces frontières se sont rétrécies jusqu'à ce qu'ils n'incluent plus le fleuve Amou Daria ni sa rive orientale. Les autres géographes et orientalistes occidentaux offrent une présentation plus ou moins semblable de l'étendue géographique du Khorasan. Ainsi, dans des écrits des orientalistes, dont celui d'Elton El Daniel, nous trouvons l'ancien Khorasan comme un long territoire qui s'étendait des abords du rivage du sud-est de la Caspienne jusqu'aux montagnes du Pamir et de l'Hindoukouche. En étudiant les ouvrages historiques, nous constatons le désaccord des historiens antérieurs et postérieurs à Hamaoui au sujet des frontières du Khorasan. Les historiens comme Ibn Khordadbeh, M. 300-912e, Kodama, M. 337-948e, Yacubi, M. 284-897e, indiquent que les régions du Kharazm et de la Transoxiane faisaient partie du Grand Khorasan, alors que d'autres, comme Istari, Ibn Okol, M. 367-977e, Mokaddaki 382-992e, et l'auteur anonyme du Hudut al-Sa'ak sans circonflexe lam, écrit en 373-983e, considère que les frontières du nord du Khorasan s'arrêtaient avant la Transoxiane et que le Khorasan ne comprenait que les régions du sud d'Amou Daria. Du point de vue de la gouvernance et des relations avec le pouvoir central, le Khorasan était une des 4 grandes régions de l'Empire sassanide et bénéficiait d'une grande importance politique et administrative à l'époque sassanide. Les grandes provinces du Khorasan de Nishapur, de Merv, de Héra, de Balkh et de Tu avaient chacune leur propre Konarang, qui dans la langue pahlavi signifie gouverneur, garde-frontière et haut commandant de l'armée. Plusieurs historiens estiment que le Khorasan a été conquis par les Arabes en 2243e, sous le califat de Oumar ibn al-Khattab. Tabazain et la province de Khaïstan ont été les premières provinces envahies par les conquérants musulmans. Cependant, pour certains dont Yaku Hamaoui et Baladuri, la conquête a eu lieu sous le troisième calife, Othman ibn Affan, en 29650e. Les Arabes ont nommé Tabazain la porte du Khorasan, car quand ils ont décidé d'envahir le Khorasan sous le califat d'Othman, Tabazain a été la première ville conquise. Abdallah ibn Badl ibn Warqa l'a conquise en 29650e. L'armée des Arabes a donc pu pénétrer en Khorasan. Dans son livre Fut al-Buldan, Baladuri fait part du grand gouvernorat du Khorasan. En 649-28e ou 650-29e, le calife Othman a nommé Abdallah ibn Amir ibn Kari au poste de gouverneur de Bassora. Ce dernier est donc parti à la conquête des pays de Fars, la Perse. Ensuite, ce dernier a légué le gouvernorat de Bassora à Ziyad ibn Abi sans circonflexe Soufiane, et a entrepris lui-même la guerre en Khorasan en engageant Hanaf ibn Kuways ou Abdallah ibn Kazam comme commandant des éclaireurs à la province de Khaïstan. En pénétrant dans le Khorasan, les musulmans ont conquis les villes de Balkh, de Merv et de Héra. Après, les villes de Jam, de Barar et de Jowain. Nishapur a été finalement conquise par Abdallah ibn Amir ibn Kari. Les autres régions, Nessa, Sarar, Tu, Marvrut, Jaozajan, Talikan, Faryab et Cheghanian sont tombées l'une après l'autre aux mains des musulmans. À l'époque des Omeyyades, la vague de l'immigration des Arabes musulmans vers les différentes régions de l'Iran et surtout le Khorasan a pris une grande ampleur. En 51-672e, accompagnés de leurs familles, 50 000 hommes de l'armée et leurs familles sont partis vivre dans différentes régions du Khorasan. Une grande partie de ces émigrés venaient de Bassora. À l'est du Khorasan et du Sistan, la majorité des immigrés est issue des tribus Bakr et Tamim. La tribu de Kuways s'était installée à Gum, à l'ouest de cette région. Au 1er siècle de l'Hégire, la politique omeyyade suscitait le mécontentement des citoyens du Khorasan qui, dès cette période, était devenu le terrain propice pour les révoltes contre les conquérants arabes. Abd al-Hussein Zarinkub présente plusieurs raisons pour expliquer le renversement du califat des Omeyyades par les Abbassides. Selon lui,
la politique pan-arabe des Omeyyades excluait toutes les autres ethnies et la tolérance du gouvernement central envers le mauvais comportement des gouverneurs du Khorasan et de Kaïstan à l'égard des Mawalis qui, mécontents, se sont retournés contre les Omeyyades. Ce fut l'une des raisons principales de leur chute et de l'avènement des Abbassides, soutenus et appuyés par les Khorasaniens. Parmi ces mouvements de révolte, nous pouvons noter celle de Yahya ibn Zaïd, 125-743e, et celle des Siajamjan, les chemises noires de Séfi d'André Marve, qui a commencé au mois de Ramadan de l'année 129-747e. Les combats se sont intensifiés pour mettre fin à la domination omeyyade sur la Perse en 132-750e. Les Khorasaniens ont donc joué le rôle principal dans le renversement du gouvernement omeyyade. Abu Muslim Khorasani 99-718e à 137-755e, chef des dissidents khorasaniens, a dirigé ses armées vers l'Irak et a contribué ainsi à la fondation du gouvernement abbasside. C'est à cette époque qu'apparaît l'influence du Khorasan dans le gouvernement islamique. L'alliance entre les Khorasaniens et les Abbassides n'a duré que peu de temps. Une divergence s'est très vite installée entre eux, et en 137-755e, Abu Muslim Khorasani a été assassiné sous l'ordre de Mansur 95-714e à 158-775e, le second calife abbasside. Depuis cette époque, les Khorasaniens portaient un regard négatif sur le gouvernement de Bagdad et ont multiplié les révoltes et les mouvements à son encontre. Nous pouvons citer les révoltes de Rafi ibn Led Sayyar, décédé en 195-811e, et de Hamza ibn Azarak, monsieur en 213-828e, qui ont causé beaucoup de difficultés au gouvernement abbasside et obligé le calife abbasside, Harun al-Rachid, 149-766e à 193-809e, à se rendre au Khorasan pour conserver la mainmise du califat sur cette région. À cette époque, nous voyons émerger d'autres révoltes de la part des autres religions comme le zoroastrisme qui a connu une montée à cette époque. Ishaq Turk appelle le peuple du Khorasan à se convertir au zoroastrisme. Mais ces révoltes n'ont pas réussi à renverser le gouvernement abbasside. La seule révolte qui a exercé un grand effet sur le gouvernement abbasside fut celle de Babak Khoroandin, 179-795e à 223-838e. Selon Saïd Nafisi, il prenait une religion composée du zoroastrisme et du mazdakisme. Malgré son grand développement, cette révolte n'a pu survivre après l'assassinat de Babak par le calife abbasside en 223-838e. Une autre révolte connue est celle du Sepidjamjan, les chemises blanches, dirigée par le gouverneur Hachim ibn Hakim Piyambar, monsieur en 166-783e, connu sous le nom d'Al-Mukana, vaincu après 4 années de résistance face à Mahdi, 128-746e à 168-785e, le troisième calife abbasside. Après la prise de pouvoir de Mahmud, 169-786e à 218-833e, qui a régné de 197-813e à 218-833e, quelques Iraniens se sont intégrés au gouvernement. Le Khorasan et ses citoyens ont pu avoir plus d'influence et d'importance dans le gouvernement abbasside. À cette époque, le Khorasan a été confié à la famille de Tahir ibn Hussein al-Tahir qui a fondé le premier gouvernement indépendant iranien après la conquête des Arabes et a choisi Nishapur comme capitale. À partir de cette époque, une période historique, nommée la période des gouvernements simultanés, commence en Iran qui témoigne de différents changements de dynastie et de bouleversements permanents dans ces régions. Ainsi, en 259-873e, l'armée des Safarides commandée par Yaqub Light renverse les Tahirides et garde Nishapur comme capitale. À l'époque safaride, Nishapur est devenu plus prospère qu'auparavant et des monuments importants y ont été érigés. Le gouvernement des Safarides n'a pas duré très longtemps et en 902-289e, Izum à accent circonflexe, Ibn Ahmad Samani, monsieur en 907-294e, émir samanide de la Transoxiane 892-279e à 907-294e et du Khorasan, 900-287e à 907-294e, a fait assassiner le deuxième roi safaride, Amr ibn Laït Safari, et transféré la capitale à Boukhara. En 968-357e, les Ghaznavides ont attaqué le Khorasan.
En 994-384e, ils ont pris pour peu de temps Nishapur comme capitale et centre de leur gouvernement. En 1046-438e, les Seldjoukides ont pris à leur tour le pouvoir au Khorasan. Les Seldjoukides et les rois de Kharazm ont été attaqués eux aussi par les Mongols au XIIIe siècle. Ceux-ci n'ont laissé que des ruines au Khorasan, ont causé la démolition des villes et des provinces et ont écrit une page noire de l'histoire du Khorasan. À la suite de cette attaque, Nishapur a totalement perdu sa prospérité et il ne lui reste que des ruines. Par contre, la ville de Hérat a acquis plus d'importance sous le règne des Mongols, des Ilkhanides et plus tard à l'époque des Timourides, elle devient la capitale et le centre du pouvoir. Hamaoui écrit sur Hérat: dans le Grand Khorasan, je n'ai pas vu de ville plus grande, plus majestueuse, plus importante et plus florissante que Hérat. Un siècle après les attaques mongoles, Amtala Mustawfi a confirmé cette idée selon laquelle Hérat était la plus grande ville du Khorasan après Nishapur. À l'époque des Timourides, la ville de Mashhad était très appréciée par le pouvoir grâce à la présence du mausolée de l'imam Reza, 8e imam des chiites duodécimains, qui attirait la plupart des branches de l'islam. Mashhad se développe progressivement. D'importants monuments s'y édifiaient, ce qui n'était pas les cas de Hérat, de Nishapur, de Merv, de Balkh et de Tu qui avaient perdu leur importance. Les Séfévides, qui ont proclamé le chiisme comme la religion officielle de l'Empire, privilégiaient la ville de Mashhad grâce au mausolée de l'imam Reza. Cette considération a favorisé le développement, la prospérité et la croissance considérable de la ville sainte. Sous le règne de Nadir Shah, 1688-1099 à 1747-1160, fondateur de la dynastie des Afsharides, le Khorasan est redevenu le centre du pouvoir et a vu réapparaître son importance. Cette période de grandeur n'a pas duré longtemps et sous le règne des Qadjars 1786-1200 à 1925-1343, le Khorasan a perdu de vastes territoires, Hérat et les territoires situés à l'est du fleuve Arirou, à la suite de la guerre de Hérat en 1833-1249e, et les territoires du nord du Khorasan des rivages orientaux de la Caspienne jusqu'au fleuve Amou-Daria en 1845-1261e, suite au déploiement de l'armée russe. Ainsi, le Khorasan s'est vu dépossédé d'une grande région d'une superficie de 48 700 km² où se trouve l'actuelle République du Turkménistan. Ainsi, à la fin de l'époque Qadjar, de toute la région de l'ancien Grand Khorasan, il ne restait que la moitié. Après la révolution iranienne de 1906 et l'instauration du gouvernement constitutionnel, l'Iran est réparti en 4 régions en 1906, puis en 10 provinces et 49 villes en 1937. Le Khorasan était la 9e province dans l'administration territoriale du pays. Actuellement, la province du Khorasan est divisée depuis 2004 en 3 provinces, le Khorasan Razavi, le Khorasan du Nord et le Khorasan du Sud. Mashhad est le chef-lieu du Khorasan Razavi. Grâce à sa diversité ethnique et à sa pluralité linguistique et culturelle, cette région bénéficie depuis plusieurs siècles d'une véritable richesse culturelle. De nombreux poètes, savants, scientifiques, écrivains originaires de cette région en sont les preuves. Sur le plan économique, cette province se situe sur l'ancienne route de la soie et en tant que région importante, a été et est considérée comme le pont géopolitique entre l'Orient et l'Occident, la Méditerranée d'une part et l'Iran, l'Inde et la Chine d'autre part. 2. Le rôle théologique du Khorasan après l'arrivée de l'islam. Au XIe siècle, les écoles de théologie, les madrasas, dites Nizamiya, ont été bâties par le grand vizir Nizam al-Mulk. Ces institutions, fondées pour l'enseignement des études religieuses dans la tradition chaféite, ont connu un tel développement durant cette période que plusieurs historiens ont considéré la Nizamiya de Bagdad et celle de Nishapur comme les premières institutions d'enseignement des sciences religieuses dans les territoires islamiques et leur fondateur, le grand vizir des Seldjoukides, comme le premier fondateur de l'enseignement des sciences religieuses dans le monde musulman. Cependant, certains oulémas et écrivains démontrent l'existence des madrasas à Nishapur avant les fameuses Nizamiya. Nizam al-Mulk a fait bâtir des madrasas à Balkh, à Nishapur, à Hérat, à Ispahan, à Bassora, à Merv, à Amol et à Mossoul. On raconte que chaque ville de l'Irak et du Khorasan a sa Nizamiya. Par ailleurs,
Il a bâti un hôpital à Nishapur et un caravansérail à Bagdad. Notre maître Dahavi, Monsieur 749 348e, considérait Nizam al-Mulk comme le premier fondateur des madrasas, ce qui n'est pas juste car avant même la naissance de Nizam al-Mulk, Nishapur avait déjà ses madrasas dont la madrasa Beakiye et la madrasa Sadiye, fondées par l'émir Nasser ibn Saboktakin, gouverneur de Nishapur et frère du sultan Ghaznévide Mahmoud. Par ailleurs, Abu Saïd Ismail ibn Ali Astarabadi, prédicateur et soufi, et Abu Ishaq Isfaraini, théologien, avaient leur propre madrasa. Avec plus de réflexion sur ce sujet, je dois souligner que Khadjé Nizam al-Mulk est le premier à instaurer une structure de pension pour les étudiants de théologie. Je n'ai pas trouvé de traces ni de témoignages à ce sujet avant lui. Nishapur a joué un rôle important dans la formation de la culture et de la civilisation islamique. Les savants et les érudits éduqués et instruits à Nishapur ont fait croître la notoriété de cette ville en la faisant apparaître comme centre scientifique et culturel d'excellence dans le monde islamique. Le nom de Nishapur figure ainsi dans de nombreuses sources de l'histoire des sciences et des connaissances humaines, et dans les écrits d'études au sujet des hadiths. Avant l'invasion mongole, Nishapur était une ville prospère dont le rayonnement scientifique et culturel avait éclipsé Bagdad, centre du gouvernement abbasside. Par exemple, vers la fin du Xe siècle, 500 étudiants, Tulab, assistaient au cours du faqih Abu Tayyib Salouki. Les rois et gouverneurs seldjoukides favorisaient l'édifice des madrasas comme en témoigne Nazir Khosrow, poète, écrivain et voyageur iranien de cette époque, dans son journal de voyage Safarnameh. Nishapur était la résidence du souverain de l'époque, le sultan Togrul Bek Mohammed, frère de Jarir Bek. Il avait donné l'ordre d'élever dans cette ville, près du bazar des Celliers, une médressée à la construction de laquelle on travaillait alors. Khadjé Nizam al-Mulk, Monsieur 485 092e, futur grand vizir des Seldjoukides, avait lui aussi passé sa jeunesse à Nishapur et y avait fait des études des sciences religieuses. Il a plus tard exhorté Alp Arslan, 420 029e à 464 072e, troisième roi seldjoukide, à construire des écoles gouvernementales, les madrasas Nizamiya, et est parvenu à réaliser son souhait. L'attention portée par Khadjé Nizam al-Mulk et les gouverneurs seldjoukides à l'égard de Nishapur a accru la prospérité de cette ville sur le plan de l'éducation des érudits et des savants, et du développement des centres scientifiques. Les savants et les oulémas ainsi que les écoles et les centres scientifiques de Nishapur attiraient l'attention des savants de tous les territoires islamiques. D'après un témoignage datant du Xe siècle, la moitié des 3000 savants de toutes les régions musulmanes vivaient à Nishapur et y étudiaient afin de compléter leurs études et leurs connaissances islamiques. Ces savants accédaient peu à peu au rang des notables de Nishapur. Les savants et les célébrités, comme Umar al-Khayyam 477 084e à 525 131e, Hassan Sabah 427 036e à 518 124e, Abu Hamid al-Ghazali 450 058e à 504 111e, Al-Ahmad Ghazali 453 061e à 517 123e ou 520 126e, et Farid al-Din Attar 536 142e à 586 190e, qui ont étudié et enseigné entre le règne des Ghaznavides et l'invasion mongole à Nishapur, illustrent le niveau de ce centre scientifique durant des siècles. Étudiant sur les premières écoles islamiques des pays musulmans, Naïm Aruf, 1910 à 1977, écrivain irakien, conclut que les plus anciennes des madrasas avaient été fondées au Khorasan et en Transoxiane avant l'année 908-295e. Il écrit : La seule chose qui suscite notre étonnement est que les grands historiens d'Irak négligent les écoles islamiques situées dans les régions musulmanes orientales malgré les échanges scientifiques existants entre Bagdad, le Khorasan et la Transoxiane. Quoique ces écoles aient été fondées 3 siècles avant Khatib Bagdadi, il n'a même pas parlé d'une seule école de ces territoires, que ce soit du sunnisme ou des écoles de droit musulman, bien qu'il ait vu toutes ces régions, les oulémas qui y enseignaient et les cours qu'ils instituaient. Ces écoles avaient un grand succès scientifique. Par exemple, un grand nombre d'étudiants fréquentaient à Boukhara, l'école dirigée par Ismaïl ibn Ahmad ibn Assad ibn Saman, Monsieur 908,
qui possédait une grande bibliothèque et était financée par plusieurs fondations pieuses. La création des premières écoles islamiques, Madaris Ilmiya, du Grand Khorasan remonte à quelques décennies avant les Madrasa Nizamiya. D'où la supériorité de cette région par rapport aux autres territoires islamiques, du point de vue de l'éducation et de l'instruction des oulémas et des savants, dans les premiers siècles de l'Hégire. Dans son livre Al-Kan fi accent circonflexe Dikr Touel Ama accent circonflexe Samarkand, Naim al-Din Nazafi, Monsieur. 537 143e, présente brièvement 18 savants de Merv, 87 de Nishapur et 256 de Boukhara. Par ailleurs, l'auteur de Al-Mokhtar min Kitab al-Siyak li Tahrir Nishapur, rédigé en 511 117e, mentionne 640 oulémas ayant vécu et enseigné à Nishapur jusqu'à son époque. Ainsi, le Grand Khorasan était considéré comme le centre scientifique des territoires islamiques des premiers siècles. Comme le dit l'écrivain de Tariq Neyshabur, l'histoire de Nishapur, la ville de Nishapur était surnommée Dar al-Ilm, la maison de la science. Boukhara et Merv avaient respectivement les surnoms de Quba al-Islam et Doum al-Qura. La région de Tu, où se situe actuellement Mashhad, constituait une partie importante du Khorasan dont le centre était Taberan. Actuellement, situé à 25 km au nord-est de Mashhad, le vieux Tu abrite une partie de cette ville ancienne où se trouvent les tombes de Ferdowsi et de Ghazali. À propos de Tu, Yaqub Hamaoui écrit « Tu est une ville du Khorasan dont la longueur est de 81 degrés et la largeur de 27 degrés, située à 10 parasanges de Nishapur, entre les deux villes Taberan et Noyan. Cette ville a été conquise sous le califat de Uthman ibn Affan. Le mausolée de l'imam Ré à accent circonflexe 148 765e à 202 818e, 8e imam des chiites, s'y trouve, ainsi que la tombe de Haru al-Rachid, 149 766e à 193 809e. Plusieurs grands savants et érudits tels que Ferdowsi, grand poète et auteur de SH à accent circonflexe H-Nameh, Cheikh Saduq, Monsieur. 381 991e, écrivain, juriste et transmetteur mouadite, Cheikh Tussi 385 995e à 479 1068e, fondateur de la Hauza Ilmiya de Najaf et grand juriste, Kadje Nizam al-Mulk, Monsieur. 485 1092e, et Abou à accent circonflexe Mid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, Monsieur. 504 111e, ont passé une partie de leur étude à Tu et marquent la grandeur et l'importance de ce centre scientifique durant les premiers siècles de l'islam. Le dictionnaire du Khorasan tente de présenter, dans ses 5 volumes, environ 2152 à accent circonflexe lim ou savants de cette région dès le début de l'islam jusqu'à aujourd'hui. Par ailleurs, entre autres écrivains, Hussein ibn Ahmad Salami a écrit son livre Akbar wa Vula al-Khorasan au IXe siècle pour présenter les grands savants, les intellectuels et les gouverneurs du Khorasan. Merv, qui a été pendant un certain temps la capitale des Seldjoukides avant leur avancée vers les autres régions de la Perse, possédait une nizamiya où étudiaient et enseignaient des savants sunnites et chiites. De nombreux savants y ont passé une partie de leur vie savante. Parmi eux, le célèbre mathématicien, astronome et poète iranien, Oumar Khayyam 439 048e à 525 131e, qui y avait séjourné quelques années et s'y était consacré à ses études et recherches en astronomie, et le géographe Yaqub Hamaoui qui y a vécu quelques années avant son départ forcé à cause de l'attaque des Mongols. J'ai quitté Merv en 617 220e. À cette époque-là, la ville bénéficiait d'un niveau social et scientifique élevé. J'y ai séjourné 3 ans. Si l'attaque des Mongols n'avait pas eu lieu, j'y serais resté jusqu'au dernier jour de ma vie. Merv avait 2 grands trésors, 2 bibliothèques gérées par des fondations pieuses, Mukufi. Tant du point de vue de la beauté que de la pluralité, je n'ai pas vu une telle bibliothèque dans aucune autre région. L'une de ces bibliothèques, Khazana al-Kutub, bibliothèque de Nizam al-Mulk Hassan ibn Ishaq, se trouvait à l'intérieur de l'école Nizamiya. L'accès y était très facile. Chez moi, j'avais toujours 200 livres de cette bibliothèque pour étudier. Malgré leur valeur, plus de 200 dinars, je n'avais pas eu besoin de déposer de caution. J'étudiais ces livres. Avec ces livres, j'avais oublié les autres villes et régions et négligé ma famille.
Tout ce que j'ai réuni dans cet ouvrage, Mujam al-Buldan, et dans mes autres livres, est le résultat de ces trésors. Manifestement, la Nizamiya de Merv, fondée par Nizam al-Mulk, était en exercice de la deuxième moitié du 5e siècle de l'Hégire jusqu'au début du 7e siècle. Parmi les enseignants connus de cette Nizamiya, nous pouvons nommer Assad Meyani, Monsieur 520-1126e, Abu Ishaq Ibrahim Adib Ghazi Ashbihi, Monsieur 524-1130e, Ahmad Abu al-Kazim Samani, Monsieur 530-1136e, et Abu Assad Abd al-Karim Samani Marvzi, Monsieur 562-1168e ou 563-1169e, grand écrivain chaféite. Dans l'introduction de son Udu al-Ta'aq sans circonflexe l'âme, Farid al-Din Toumar Balri évoque qu'il a également étudié à la Nizamiya de Merv en 523-1129e. 3. Aperçu général sur l'histoire de la Hawza Ilmiya du Khorasan. L'étude et l'examen de l'histoire de la Hawza Ilmiya du Khorasan, c'est-à-dire en réalité celle de Mashhad, ne sont pas le thème principal ni un sujet indépendant de la recherche actuelle, mais elles seront utilisées comme un complément qui nous aidera à mieux comprendre les conditions dans lesquelles l'école du Tafkik est née, ainsi que l'atmosphère dominante dans laquelle baignaient les oulémas de la première génération de cette école. Toutefois, aborder de manière exhaustive cette Hawza exige une étude indépendante. Il ne s'agira ici que d'un résumé général des aspects religieux ou scientifiques, mais aussi sociaux et politiques de la vie scientifique de ce centre d'études religieuses. Les personnages abordés seront toutefois présentés, avant tout, à travers leur production scientifique et théologique au sein de cette Hawza. Ce qui ne nous empêchera pas parfois d'exposer brièvement en perspective leur rôle et leurs influences sur la Hawza et la société chiite. Ce court aperçu se terminera avec la fin de la période vécue et animée par Mirza Mahdi Esfahani, fondateur du Tafkik, mettant donc de côté les époques postérieures sauf en des passages exceptionnels lorsque la recherche l'exigera, afin de révéler une partie des conditions, des circonstances et des facteurs ayant influé sur la formation de cette école ainsi que sur certains événements y afférents. Tu et ses premières écoles religieuses. Aujourd'hui, parler de la Hawza Ilmiya du Khorasan signifie parler de l'ensemble des écoles religieuses situées au sein de la ville de Mashhad et dirigées par une organisation unique, composée souvent d'un seul juriste influent ou d'un collège d'oulémas, alors qu'autrefois le centre scientifique du Khorasan englobait également les écoles religieuses des villes de Nishapur, de Sabzewar, de Bayak, entre autres. Mais depuis 2 siècles et jusqu'à aujourd'hui, Mashhad et sa Hawza Ilmiya constituent le centre principal théologique, religieux et scientifique de la région du Khorasan. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.